Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, une émission toute spéciale de Folie douce, parlons des vraies questions en santé mentale. Je vais recevoir 4 candidats aux élections provinciales et on va échanger ensemble sur les différentes problématiques de santé mentale, les enjeux, etc. selon la vision du parti, selon la vision de ses candidats. Ce sera très intéressant dans la prochaine heure d'écouter ces points de vue. On commence d'ailleurs dans quelques instants avec notre premier invité de la Coalition Avenir Québec. Il s'agit du Dr Samuel Gatien. Demeurez des nôtres pour cette émission spéciale de Folie douce. Vous écoutez l'émission spéciale de Folie douce, parlons des vraies questions en santé mentale pendant la campagne électorale. Je suis en compagnie de mon invité, Dr Samuel Gatien. Bonjour, M. Gatien, bienvenue à Folie douce. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous êtes candidat pour la Coalition Avenir Québec dans Lapinière. Vous faites partie donc de notre émission spéciale où on parle de santé mentale en rapport avec tous les enjeux de société surtout, puis à l'approche de l'élection qui s'en vient à grands pas. Pour débuter, sans faire une énorme question puis une énorme réponse, mais j'aimerais vous entendre sur la santé mentale, parce que vous êtes vous-même omnipraticien. Vous pratiquez justement dans un groupe de médecine de famille à Verdun, je crois. Puis il y a beaucoup de populations justement diversifiées, marginalisées et vulnérables. Donc, quelle est votre opinion globale là, en quelques secondes sur la santé mentale? Écoutez, la santé mentale, ça l'a toujours été. Là, il y en a toujours eu. Je vous dirais que si on recule il y a plusieurs années, il y avait beaucoup de tabous. Il y en a encore. Ça s'est beaucoup amélioré. Je pense que le fait qu'on en parle de plus en plus, ça l'aide à faire en sorte que les gens se sentent moins stigmatisés, justement, en parlent davantage. Mais je vous dirais que la pandémie, ça a été une période assez difficile au niveau de la santé mentale, là, surtout au niveau des troubles anxieux et des troubles plus de l'humeur. Là. J'ai jamais vu autant de cas là, dans ma pratique. C'est ça, parce que vous êtes sur le terrain, vous pratiquez avec des gens qui viennent vous voir, vous sentez le pouls, dans le fond. Avez-vous vu un pendant la pandémie puis un après? Est-ce que ça s'est quand même amélioré ou c'est pire? Je vous dirais que de façon générale, ça s'est quand même amélioré, mais je trouve qu'il y en a plus qu'il y en avait avant là, la pandémie, dans le contexte justement tout l'isolement qu'on a vécu, mais aussi toute la période d'incertitude. Je voudrais que même nous, comme professionnels de la santé, au début de la pandémie, personne ne savait à quoi s'attendre. C'était quelque chose qui était totalement nouveau. Donc, je pense que quand on est confronté à l'incertitude, ça nous amène, veut pas, beaucoup d'anxiété. Mais je voudrais de façon générale, ça va quand même mieux. Oui. Si j'abordais maintenant, j'abordais une des thématiques qu'on a prévues. On essaie d'aller un peu plus loin que juste, tu sais, souvent on entend dans les médias, on dit, il manque de psychologues, il manque de soins. Mais tu sais, on a l'impression qu'on creuse pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui passent un peu sous le radar, ou en tout cas, on veut pas les voir. Peut-être certaines personnes ne veulent pas les voir. On parle, par exemple, de stigmatisation. Quand il arrive, souvent, on voit l'exemple, il arrive un problème, quelqu'un a tué quelqu'un, puis là, on se rend compte que la personne a déjà eu un diagnostic de santé mentale, puis là, il y a une tranche de la population qui est prête tout de suite à dire, la personne aurait dû être gardée en institution, puis ce genre de choses-là, puis on a l'impression que cette stigmatisation-là est dure à changer. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur le sujet? Écoutez, moi je dis souvent toute cette stigmatisation-là vient du fait qu'il n'y a pas eu assez de sensibilisation. C'est souvent quand on connaît pas la réalité. Je vous dirais que l'être humain, ça fait partie de notre nature de juger. Là. Souvent, on va juger sans nécessairement connaître toute l'ampleur des détails, puis vraiment comprendre ce que c'est. Puis, je pense que par la sensibilisation, justement, quand on explique aux gens, ça change justement ce stigma-là. Puis moi, je vais vous donner un exemple avec la toxicomanie. Quand je prends le temps d'expliquer aux gens que c'est une maladie, je leur explique que c'est une maladie comme le diabète. Là. C'est juste que c'est au niveau du cerveau, c'est vraiment au niveau du circuit de récompense, je rentre pas dans les détails, là, mais je prends le temps d'expliquer, de schématiser aux gens, puis que les gens comprennent que c'est une maladie, ils font « Ah, OK, c'est pas une question de volonté. » Je dis « Non, c'est pas une question de volonté, c'est une maladie. » Fait que je pense que ça passe beaucoup par la sensibilisation, la prévention en même temps, puis c'est justement avec M. Lionel Carman, là, au niveau de la CAQ, lui a travaillé fort là-dessus, justement, pour qu'on fasse la prévention, de la sensibilisation. Vous avez sûrement vu les publicités aussi là, pendant la pandémie là, sur la santé mentale. Puis même avant la pandémie, on parlait de dépression. Hein, on expliquait aux gens que la dépression, c'est une maladie.
Puis avant ça, on parlait pas de maladie. Là, je parle il y a plusieurs années. Fait que, je pense que tout passe par la sensibilisation et la prévention. Ça m'étonne encore, par contre, nous autres, à l'émission, ici, ça fait 30 ans qu'on fait l'émission, puis on a l'impression que ça l'a évolué, mais pas tant. Puis si ça n'avait pas été de la pandémie, oui, la pandémie a mis un peu les mots, justement, sur la santé mentale, puis on n'avait pas le choix, là, tout le monde le vivait, donc tout le monde comprenait que n'importe qui peut souffrir de problématiques temporaires ou plus à long terme. Mais effectivement, ça fait du bien, mais on a l'impression que ça a pris tellement de temps, puis on se demande toujours, est-ce que il va y avoir un retour un peu à l'incompréhension qu'on avait avant pandémie. C'est ça qui est un peu l'inquiétude, là? Ben, je ne penserais pas, parce que vous l'avez très bien dit, là, à cause de la pandémie, les gens n'ont pas eu le choix je dis pas eu le choix. En fait, les gens ont été plus portés à en parler, parce qu'il y avait tout justement l'isolement. Les gens étaient plus à la maison, chacun de leur côté. Fait que là, les gens se parlaient. Puis là, je pense que les gens ont comme ça leur a amené le fait à discuter. Écoutez, moi, je me sens plus anxieux, je me sens pas bien. Fait que je pense que ça l'a aidé beaucoup pour enlever le stigma, enlever le voile, puis qu'on puisse justement s'en parler et dire, regardez, on n'est pas tout seul. En fait, je pense que c'est ça le message, c'est de faire comprendre aux autres qu'on n'est pas seul dans cette situation-là. Puis je pense que tout le monde a vécu de l'anxiété, peu importe l'intensité là, pendant cette pandémie-là. Fait que je pense que ça l'a aidé. Moi, je pense que c'est positif justement pour le après. Puis même, je vous disais que j'ai plus de patients qui... En fait, je vous disais que j'ai plus de patients avec des troubles anxieux peut-être, mais je pense que c'est le fait qu'ils en parlent plus facilement. Parce que même des patients que j'aurais jamais pensé, qui là maintenant m'en parlent ouvertement. Là. Ils arrivent dans le bureau puis ils me disent, docteur, je viens vous voir parce que justement, ça va pas bien au niveau de la santé mentale, alors que ces gens-là, avant ça, ils essayaient d'esquiver. Ils voulaient pas qu'on parle de ce sujet-là. Fait que je pense que ça l'a aidé. Oui, c'est ça. Ben, ça a toujours été tabou, puis là encore, ça l'est moins qu'avant, mais effectivement, peut-être que les gens ont comme pris conscience de dire, ben, je peux le dire, puis c'est correct, là, c'est pas interdit de le dire comme ça, là. Exactement. Ouais. C'est en plein ça, puis... Parfait. J'aimerais qu'on aborde aussi une problématique parce que, tu sais, on dit que la santé mentale, des fois, c'est causé par toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de clientèle marginalisée, tu sais, qui peuvent développer des problèmes de santé mentale parce qu'ils se sentent incomprises ou s'ils ont différents enjeux. Tu sais, on peut parler des personnes en situation de handicap, des immigrants, des personnes qui souffrent de toxicomanie. Je pense que vous êtes aussi un peu un spécialiste. Et même les gens, les membres de la communauté LGBTQ. Vous-même, je pense, dans votre bio, vous mentionnez que vous avez un conjoint, vous formez même une famille. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur un peu la souffrance qui est ressentie par les différentes clientèles marginalisées en termes de santé mentale? En fait, vous l'avez très bien dit, ils sont marginalisés. Ces gens-là, souvent, ils ont été discriminés, ils ont subi de jugement, fait que c'est ça, ils ont été mis de côté, en fait, ils se sentent comme ça, mais il faut quand même que je mette le projecteur sur les organismes communautaires. Là. C'est grâce à ces organismes-là, dans le fond, que ces gens-là peuvent retrouver un accès, si je peux dire, par exemple, au système de la santé. Là. C'est des gens qui sont hyper précieux. Là. Je pense à, mettons, aux travailleurs de rue, dans les différents organismes. Puis, il y a eu, Lionel Carman a mis en place aussi le réseau des éclaireurs. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. J'ai entendu, effectivement. Dans le fond, ça, c'est au niveau des organismes, c'est plusieurs investissements pour donner des formations justement à différentes personnes dans des organismes communautaires pour justement cibler. Fait que dans le fond, vraiment, c'est comme des éclaireurs, là, être capable de voir, bon, telle personne semble avoir telle problématique pour pouvoir la référer au bon service. Fait que ça, je pense que ça l'aide beaucoup justement pour sortir les gens de ce fameux stigma de la marginalisation. Fait que ça, je pense que c'est quand même un très beau programme qui a été mis en place. Oui. On est en compagnie du docteur Samuel Gatien. Vous êtes candidat pour la coalition Avenir Québec dans Lapinière. J'aimerais qu'on vous entende sur les clientèles autochtones. Ça a passé un peu dans l'actualité, puis on en parle de plus en plus. Puis ça aussi, c'est un autre tabou. Qu'est-ce que la CAQ ou qu'est-ce que, de votre côté, vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'on entend faire justement pour essayer d'aider les communautés autochtones qui ont aussi des enjeux de santé mentale? Écoutez, moi, je travaille aussi à l'hôpital Notre-Dame là, en toxicomanie, donc on fait de l'hospitalisation. On a beaucoup de patients là, issus justement des différentes communautés de Premières Nations. Encore là, ça passe par la sensibilisation, puis la CAQ, justement, investit quand même des sommes de ce côté-là pour sensibiliser justement les gens, puis mettre justement des ressources. Ça passe encore par justement des organismes communautaires surtout, puis je pense que c'est vraiment ça la clé. Là. Puis la CAQ a mis quand même beaucoup d'argent de ce côté-là pour qu'ils puissent avoir un accès à des services.
Il y a une autre problématique aussi, parce qu'on on parle d'Autochtones, encore là, c'est pas des préjugés, mais il y a beaucoup d'itinérants chez les Autochtones. Il y en a aussi chez des non-Autochtones, puis c'est un peu, des fois, un nouveau visage de la pauvreté. Tu sais, les gens ont perdu leur emploi, n'ont pas l'argent pour se loger, doivent choisir entre manger et se loger. Ça aussi, c'est une autre problématique. C'est un peu, tu sais, ce qu'on appelle, je sais que Dr Carman a lancé un plan là, sur interministériel, mais c'est un peu ça. Faut que les différents ministères se parlent, parce que la santé mentale a toujours été un peu traitée en silo. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, pour répondre par rapport au niveau de l'itinérance, il y a 280 millions qui ont été investis sur 5 ans. Enfin, c'est des sommes qui n'ont jamais été vues dans le passé là, pour vraiment offrir des services d'accompagnement là, aux différentes personnes en situation d'itinérance, que ce soit justement dans les différents organismes. Puis ça, je pense qu'il faut le spécifier parce que pour la première fois, on met de l'argent comme ça à l'avance, parce qu'avant ça, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionnait, c'est on donnait de l'argent au compte-gouttes. Fait que les organismes, là, on est en situation en hiver, il manque de ressources, fait qu'on va injecter de l'argent. Fait que c'est toujours cette incertitude-là qu'il y avait dans le système. Ça, c'est sûr, quand on n'est pas certain d'avoir de l'argent, mais on n'est pas capable de se commettre, on n'est pas capable. Fait que ça, je trouve que c'est une grosse avancée, justement, d'avoir cette somme d'argent-là qui est déjà prévue pour les 5 prochaines années. Intéressant. Comme dernière thématique, docteur Gatien, la situation des femmes. Tu sais, les femmes ont toujours l'impression, depuis toujours et même jusqu'à récemment, on a l'impression que c'est les premières impactées. Tu sais, quand on parle de différents coûts du logement, la précarité, etc. Puis, tu sais, on parle même des féminicides. Donc, on a l'impression que les femmes l'ont plus dur que les autres. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur ce que la CAQ entend faire pour aider peut-être plus les femmes dans le prochain mandat? Écoutez, vous avez tout à fait raison. Là. Dans le dernier mandat, on a vu là, avec la pandémie une augmentation justement des féminicides. Là, ça, c'est mon opinion, je pense, c'est à cause de l'isolement, entre autres, là, parce que justement, ces femmes-là étaient plus isolées, moins en contact avec d'autres personnes. Mais il y a eu beaucoup justement de prévention qui a été faite via encore une fois, les différents organismes. Puis avec la CAQ, justement, il y a beaucoup de financement, puis c'est ce qu'on veut faire. Là. On veut continuer justement à offrir de plus en plus de services avec justement les différents organismes, donc peut-être encore plus d'argent, que ces organismes-là soient encore plus présents, parce qu'il faut que les femmes sachent que ces organismes-là sont là, puis qui connaissent les services, parce que justement, c'est vraiment pour les sortir, il faut les sortir de l'isolement finalement. Là. Oui, c'est souvent à proximité aussi. C'est ça qui est important. Les gens qui veulent avoir du service, puis ils vont pouvoir l'avoir. Mais c'est intéressant. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Dr Samuel Gatien. Vous êtes candidat pour la coalition Avenir Québec dans Lapinière et sur la Rive-Sud, si je ne m'abuse, Lapinière, c'est ça? Oui, exactement. En fait, je vous dirais, c'est Brossard, à l'exception du secteur des P et des V. Ah, d'accord, OK. C'est ça. Ben oui, effectivement, il y a des lettres à Brossard, effectivement. Mais, bonne continuation de campagne. Et puis, merci d'avoir participé à Folie douce. C'était très intéressant, votre participation. Puis, bonne chance pour la suite. C'est moi qui vous remercie pour la possibilité, justement, de pouvoir en parler. Merci beaucoup. À la prochaine. Vous écoutez l'émission Folie douce, une expertise en santé mentale depuis 1991. J'accueille maintenant mon invité, Dr Isabelle Leblanc. Bonjour, Mme Leblanc. Bonjour. Bonjour, vous êtes candidate pour Québec solidaire dans Mont-Royal-Outremont. C'est bien ça. Merci d'être avec nous à Folie douce. On a cette émission spéciale pour parler des différents enjeux au niveau de la santé mentale, mais un peu plus loin que ce qu'on entend d'habitude. Souvent, on parle des grands sujets. Bon, il manque de psychologues, il manque de médecins, il manque de soins, mais on a un peu décidé d'élargir le tout. Je voulais juste d'abord mentionner que vous êtes médecin de famille au GMF de St. Mary's, n'est-ce pas? C'est bien ça, oui. Et vous travaillez aussi au niveau des communautés, spécialement dans la Côte-des-Neiges, Outremont, puis un peu Mont-Royal, l'endroit où vous vous présentez finalement? C'est ça. Moi, ça fait 15 ans que je travaille à St. Mary's, qui est entre Côte-des-Neiges puis Outremont. Puis je fais vraiment de la première ligne. C'est que je vois des gens avec toutes sortes de problèmes de santé physique et mentale. OK. Pour débuter, j'aimerais avoir un peu rapidement, en fait, pour juste mettre la table, comment vous voyez la santé mentale? Là, une question vaste, mais en quelques secondes, comment vous pourriez nous définir ce que c'est la santé mentale pour vous? Bien, je pense que c'est un sujet vaste, comme vous dites, parce qu'on parle souvent, quand on parle de santé mentale, malheureusement, on parle souvent de maladies. On parle des gens qui ont des problèmes de santé mentale. On parle rarement que la santé mentale, c'est un continuum. Puis il y a des fois des gens qui sont bien à un moment, qui sont moins bien à un autre moment au point de vue de leur santé mentale. Alors qu'on dit ça souvent avec la santé physique, que les gens, des fois, ils vont un peu moins bien ou un peu mieux, mais on ne dit pas, ils ont un problème de santé physique. Je pense que c'est quelque chose qui est souvent stigmatisé. Je pense que le niveau de bien-être
bien-être mental. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le bien-être qu'ils devraient avoir au niveau de leur santé mentale. Puis c'est des fois à cause des problèmes à l'intérieur de leur cerveau, mais c'est des fois aussi à cause de problèmes qui viennent de leur entourage ou de leur milieu de vie. Tu sais, quelqu'un qui vit beaucoup de stress parce qu'il n'y a pas de logement ou parce qu'il est pas capable de boucler ses fins de mois, ben on peut dire qu'il y a un problème de santé mentale, mais c'est pas vraiment un problème de santé mentale, c'est un problème de leur environnement. Oui. Docteur Leblanc, donc, si j'allais avec une thématique, on a essayé de rassembler justement des thématiques qui sortent un petit peu, comme je disais, de l'ordinaire. Quand on parle de stigmatisation, souvent dans les médias, tu sais, il arrive un drame, il arrive un problème, puis sans enlever l'importance du drame, là, quelqu'un a perdu la vie, puis ses proches sont endeuillés, puis ces choses-là, mais souvent on a tendance à stigmatiser, on a tendance à dire, bon, tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas eu des soins de santé mentale, qui n'a pas été gardé en institution, ce genre de choses-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés, puis souvent on ne l'aborde pas tant que ça, on a l'impression qu'on répète toujours la même chose. J'aimerais vous entendre un peu sur ça. Non, mais vous avez raison. Je suis tellement contente que vous soulevez ça parce que c'est rare que c'est soulevé dans les médias, là, mais dès qu'il y a un drame puis que c'est quelqu'un qui a causé ce drame-là, la première chose que les gens se disent, c'est il devait avoir un problème de santé mentale. Puis, je veux dire, l'énorme majorité de gens qui ont des enjeux de santé mentale, ils sont pas violents puis ils causent pas des drames. Fait que je trouve que c'est vraiment simpliste et réducteur de faire ça. Puis, comme vous dites, ça stigmatise. Après, moi, j'en vois des gens dans mon bureau qui ont des diagnostics de psychiatrie, de problèmes de santé mentale, puis qui veulent qui veulent pas en parler à personne autour d'eux parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés. Comme vous dites, il y a les médias, mais il y a aussi dans la rue, là, les gens se promènent dans la rue puis ils vont utiliser des termes qu'on utilise d'habitude pour définir des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ils vont utiliser ça comme insulte quand quelqu'un ne correspond pas à ce qu'il aime. Fait que je pense que c'est un gros problème. Puis je pense que le stigma est un problème puis le fait qu'on n'en parle jamais, sauf comme vous aujourd'hui, c'est encore plus un problème parce que ça devient comme on s'y attend. Il y a une tuerie puis là, tout de suite on parle de la santé mentale la personne qui a commis la tuerie, alors que c'est pas nécessairement des enjeux de santé mentale qui causent ça. Est-ce qu'il y aurait des choses à faire? Vous vous présentez pour Québec solidaire, justement, dans Mont-Royal ou Outremont pour la prochaine élection. Est-ce que les politiciens ou les politiques devraient être votés pour, justement, tenter de changer la donne? Parce que, tu sais, on a l'impression qu'on laisse ça un petit peu, on le dit souvent, mais nous, ça fait 30 ans qu'on fait l'émission, puis il me semble qu'il y a autant de préjugés, ou presque avant, pour certains. Il y a beaucoup de gens qui ont évolué, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait y aller du côté politique? Ben, je pense que oui, mais je trouve que moi, ce que je vois, c'est que le politique, c'est un peu comme laver les mains des enjeux de santé mentale. Je veux dire, maintenant, ceux qui en parlent le plus, c'est des compagnies comme Bell qui font leur journée, le Bell Cause pour la cause, ou je sais pas trop, pour essayer d'accueillir, de recueillir des fonds. Puis je veux dire, c'est pas l'entreprise privée de donner des soins pour les gens qui ont des enjeux de santé mentale, mais je pense que ça prendrait vraiment une volonté politique, mais une politique à plus long terme, pas juste se dire, OK, il y a un bobo, on met un plaster sur le bobo, de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on fait pour favoriser la santé mentale de tout le monde? Puis comment on fait? Ça prend beaucoup d'éducation pour enlever les stigmas. On sait que la plupart des gens, quand il y a la stigmatisation, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'éducation autour des enjeux que ces gens-là vivent. Fait que moi, j'aimerais même que ça soit mis dans à l'école, que ça soit enseigné à l'école. Quoi faire pour avoir la meilleure santé mentale possible, puis c'est quoi les enjeux de santé mentale que les gens ont, puis pourquoi il faut pas stigmatiser. Ça pourrait être très bien mis dans le cursus scolaire, puis ça, je pourrais en parler aux gens de Québec solidaire quand je suis élue, parce que je pense que c'est vraiment par l'éducation que ça passe. Si on parlait maintenant des clientèles marginalisées, quand on dit on élargit un peu le côté santé mentale, il y a tellement de gens qui souffrent, les gens, que ce soit les personnes en situation de handicap, les immigrants, les personnes qui souffrent de toxicomanie ou même les gens de la communauté LGBTQ. Il y a beaucoup de souffrance, puis ça passe souvent sous le radar. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Ben nous, c'est sûr qu'à Québec solidaire, on a vraiment un gros programme. On veut vraiment investir dans de la prévention parce qu'on pense qu'il y a des enjeux de santé mentale qui peuvent être prévenus si les gens ont justement l'encadrement, l'éducation dont ils ont besoin. Puis on trouve qu'il y a beaucoup de laissés pour compte. L'impression qu'on a, c'est depuis peut-être 10-15 ans, le gouvernement, il gouverne pas pour les gens qui sont dans les marges, il gouverne pas pour les gens qui vivent en situation de pauvreté, il gouverne absolument pas pour des gens qui vivent en situation de handicap. C'est de plus en plus difficile. Ça devrait s'améliorer, mais ça s'empire la vie des gens qui ont des handicaps parce qu'il y a de moins en moins de programmes accessibles. C'est sûr que une autre chose à laquelle on croit beaucoup, c'est l'action communautaire autonome. Donc, les groupes communautaires peuvent être financés adéquatement. Parce que les groupes communautaires, souvent, moi, je vois dans les patients que je vois au travail, j'ai
beaucoup d'adolescents qui sont justement sur la communauté LGBTQ ou communauté LGBTQ et qui sont aussi des nouveaux immigrants, donc qui ont plusieurs niveaux de détresse des fois dans leur vie. Puis moi, comme médecin, il n'y a pas un médicament qui règle ça. Ça prend vraiment un entourage. Puis c'est souvent les gens du communautaire qui peuvent donner cet entourage-là. Puis à Québec solidaire, c'est sûr qu'on veut s'assurer que tous les groupes communautaires soient bien financés pour aider à ce que ces gens-là aient la meilleure santé mentale possible. En même temps, on sait que la santé mentale et la santé mentale, c'est un peu le parent pauvre de la santé, mais même la santé, il y a tellement un budget astronomique qu'on se demande toujours où est-ce qu'on va trouver les fonds pour ça, parce qu'on peut avoir des bonnes idées, puis effectivement, je pense que tout le monde est pour ça, mais chez Québec solidaire, vous avez la volonté de le faire si vous étiez au pouvoir. Hein? Oui, tout à fait. On a la volonté de le faire, mais on va aussi prendre des actions drastiques. Tu sais, le système de santé coûte cher, mais ce qui coûte le plus cher dans le système de santé, c'est le salaire des médecins, le prix des médicaments, puis les hôpitaux. Les hôpitaux, on peut pas vraiment couper là-dedans, mais le salaire des médecins, on a eu, je suis moi-même médecin, là, je peux en témoigner, on a eu des augmentations de salaire qui n'ont pas d'allure, tellement c'est élevé comparé à ce que tous les autres personnes au Québec ont eu comme augmentation de salaire, ou les gens sur le bien-être social qui ont eu des coupes, des choses comme ça. Il y a probablement un peu de l'argent qui est donné aux médecins qui pourrait être investi en santé mentale. Et nous, on a aussi un programme pour que les médicaments coûtent moins cher à fabriquer puis coûtent moins cher aux patients. Puis comme ça, on va pouvoir récupérer de l'argent pour l'investir dans la santé mentale. Mais la vérité, c'est que n'importe quoi en médecine, si on investit un peu dans la prévention, on va en fait économiser de l'argent après sur les soins et sur les traitements. Il y a des gens qui sont dans une situation de santé mentale un peu précaire. Ben, si quand la situation est précaire, on intervient tout de suite, ça va éviter des hospitalisations, ça va éviter des gens qui ont besoin d'être médicamentés à long terme, ça va éviter beaucoup de dépenses. Fait que nous, on pense que c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Oui, c'est excellent. J'aimerais parler avec vous de la situation des femmes. Vous êtes une femme, vous êtes une médecin, vous devez voir des cas d'inégalité, en fait, au niveau des femmes. On dit souvent que les femmes, souvent, sont encore plus impactées là, quand on parle de santé mentale parce que déjà, elles ont à faire face à toutes sortes d'enjeux. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le sujet? Ben, c'est sûr que, tu sais, Québec solidaire, c'est aussi un parti qui est féministe, là, puis on pense que c'est vraiment important que les femmes aient tout le support dont elles ont besoin. Les femmes se retrouvent, même s'il y a de plus en plus d'égalité entre les sexes, puis qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent, les femmes sont encore et toujours celles qui donnent le plus de soins aux enfants, ceux qui vont prendre soin des membres de la famille qui sont malades, s'il y a des gens qui sont malades dans la famille. Fait qu'elles ont comme un peu un fardeau de plus sur les épaules, puis elles aussi, elles ont besoin d'accompagnement là-dedans. En termes d'enjeux de santé mentale, les femmes sont aussi plus atteintes pour les troubles anxieux puis les troubles dépressifs, puis souvent, elles attendent un peu plus longtemps avant de consulter parce elles sont habituées à prendre soin des autres puis pas toujours prendre soin d'elles-mêmes. Fait que c'est sûr que ça aussi, c'est beaucoup de mes réponses, ça prend de l'éducation puis ça prend de la prévention parce que c'est vraiment ce qu'on croit profondément à Québec solidaire. Il faut pas attendre que les gens soient en crise puis attendre 24 heures à l'urgence psychiatrique pour voir un psychiatre. Il faut intervenir avant que les problèmes de santé mentale deviennent des enjeux très, très forts. Je suis en compagnie du Dr Isabelle Leblanc, candidate donc pour Québec solidaire dans Montréal-Outremont. Dernière thématique, Dr Leblanc, l'itinérance, ça aussi c'est un tabou, là. C'est un gros tabou comme la santé mentale, mais ça ne veut pas dire que tous les itinérants ont des problèmes de santé mentale, mais il y en a beaucoup qui en ont. Donc, qu'est-ce que Québec solidaire propose à ce niveau-là? Nous, c'est sûr qu'on reconnaît que la crise du logement, c'est vraiment un facteur précipitant. Il y a des gens qui ont pas d'enjeu de santé mentale, mais que quand ils ont le stress de perdre leur logement, on vit dans des logements insalubres. Là, moi, je travaille à Montréal, dans le Côte-des-Neiges. Il y a des logements dans le Côte-des-Neiges qui sont incroyables, comment ils sont insalubres, sales. Il y a des trous dans le plancher, il y a de la vermine, puis les propriétaires font rien. Nous, on a vraiment un programme très, très fort pour s'assurer qu'il y ait beaucoup plus de logements sociaux HLM qui soient construits, pour que les propriétaires soient tenus vraiment de donner un logement qui est dans un état acceptable. Puis on veut aussi limiter la hausse des loyers puis avoir un registre des bails pour éviter que quand un locataire parte, que le propriétaire augmente le prix trop fort. Parce que il y a beaucoup de gens qui vivent en situation d'itinérance. Moi, je le remarque de plus en plus dans ma pratique, des gens qui avant, mettons, il y a 5 ans avant la hausse des loyers, y arrivaient à fonctionner, mais que là, avec les prix de fou que les loyers sont, ils n'arrivent pas à fonctionner, ils se retrouvent dans la rue, puis peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvent dans la rue sans avoir à l'origine un problème de santé mentale, mais c'est sûr que si tu vis longtemps dans la rue, c'est dur de garder une bonne santé mentale parce que c'est tellement de stress que les gens, des fois, ils ont des stress post-traumatiques même de s'être retrouvés dans la rue.
Oui, c'est de plus en plus facile, entre guillemets, là, c'est pas le bon mot, mais de devenir, d'affronter l'itinérance, parce que il y a beaucoup de problématiques qui peuvent nous mener à ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on sait aussi le fait que l'aide sociale, par exemple, l'aide sociale, il n'y a personne à Montréal avec son chèque d'aide sociale qui peut vraiment se payer un loyer. Ouais. On sait que le prix des aliments, le fait, tu sais, l'autre chose en itinérance, c'est de la santé physique, mais les gens qui ont des problèmes de dents, qui peuvent pas se payer un dentiste, par exemple, t'en prends pas beaucoup pour que quelqu'un qui arrive juste, il suffit d'un tout petit pépin puis se retrouve à la rue. Puis ça, c'est sûr que ça entraîne des enjeux de santé mentale aussi. Merci beaucoup, Dr Isabelle Leblanc. Vous êtes candidate pour Québec solidaire dans Montréal-Outremont. Merci d'avoir participé à cette entrevue à Folie douce. Grand plaisir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez l'émission spéciale de Folie douce. Parlons des vraies questions en santé mentale pendant la campagne électorale. Toujours à l'émission spéciale de Folie douce, parlons des vraies questions en santé mentale avec les candidats à l'élection provinciale. C'est fort intéressant. On a pu recevoir 2 candidats. Dr Samuel Gatien, en début d'émission, candidat de la Coalition Avenir Québec dans Lapinière. Et à l'instant, Dr Isabelle Leblanc, candidate de Québec solidaire dans Mont-Royal-Outremont. Alors, je veux préciser d'ailleurs que nous avons, en plus des 4 candidats que nous avons cette semaine à l'émission, dans cette émission spéciale, nous avons aussi demandé au Parti conservateur du Québec et ils ont décliné l'invitation. Voilà pourquoi nous avons 4 partis, en fait, présents dans cette émission spéciale de Folie douce. Et je veux aussi remercier la disponibilité des candidats pour cette émission spéciale. C'est pas toujours évident d'être candidat et d'avoir le temps, parce que c'est vraiment très prenant pendant plusieurs jours. C'est souvent du 7 jours semaine. Donc, merci de vous être rendu disponible pour cette émission pour nous aider à mieux comprendre les points de vue des candidats et des points de vue des partis quand on parle de santé mentale, parce que c'est rare qu'on va s'intéresser beaucoup à la santé mentale lors d'une campagne électorale. On parle beaucoup d'économie, on parle de santé en général, on parle d'éducation, on parle de toutes sortes d'enjeux, mais la santé mentale, on le sait, c'est un enjeu majeur et puis souvent, c'est peut-être le parent pauvre de la santé, puis il ne faut pas que ça reste comme ça. Donc, on s'est fait un devoir, nous, à Folie douce, d'inviter des candidats aux élections pour se faire une meilleure idée, pour aider peut-être les auditeurs ou eux aussi, se faire une meilleure idée sur les programmes des partis, sur ce que les candidats ont à nous dire à ce sujet-là. D'ailleurs, je vous invite à demeurer des nôtres, puisque dans la prochaine demi-heure, nous allons recevoir André-Anne Bouvette-Turcot, qui est candidate du Parti québécois dans Taillon, et un peu plus tard, Bianca Jeune, qui est candidate du Parti libéral dans Pointe-aux-Trembles. On va leur poser à leur tour des questions sur les enjeux de santé mentale, sur tout ce qui peut graviter alentour de ça, et on voit quand même assez large au niveau des questions. Alors, je vous invite à demeurer des nôtres pour cette émission spéciale de Folie douce. Parlons des vraies questions en santé mentale. Je suis en compagnie de mon invité, André-Anne Bouvette-Turcot. Bonjour, Madame Bouvette-Turcot. Bonjour. Bonjour, vous êtes candidate pour le Parti québécois dans Taillon. Vous faites partie de notre émission spéciale, justement, sur la santé mentale. On essaie d'aller un peu plus loin que ce qu'on entend souvent au niveau de la santé mentale. Je voudrais d'abord dire que vous êtes psychologue en centre jeunesse. C'est ça que vous faites comme emploi là, avant de vous présenter comme candidate, n'est-ce pas? Oui, absolument. D'accord. Pour débuter, j'aimerais qu'on sache, pour mieux vous connaître, en fait, j'aimerais que vous me précisiez un petit peu comment vous voyez la santé mentale, de façon assez générale. Il ne s'agit pas d'en parler longtemps, mais c'est plus pour mettre la table, puis ensuite on va aborder certaines problématiques. Mais comment vous voyez la santé mentale, disons, en 2022? Bien, d'une part, je pense que j'ai envie aussi de vous raconter parallèlement ma petite histoire sur pourquoi je suis devenue candidate, parce que c'est vraiment intimement lié à comment je vois la santé mentale, là. Je suis à la base, comme vous avez dit, une psychologue à centre jeunesse. Je ne suis pas du tout une politicienne de carrière. Puis justement parce que j'ai à cœur la santé mentale et j'ai à cœur qu'on en parle, qu'on la démocratise et surtout qu'on donne une voix aux plus vulnérables. C'est vraiment pour ça que j'ai décidé de faire le saut comme candidate en politique.
Je pense qu'en 2022, on a fait pas mal de chemin en termes de faire tomber des préjugés sur la santé mentale, mais il en reste encore pas mal. Quand on parle de santé mentale, ça vient souvent avec, on pense à problème de santé mentale, on pense à maladie mentale, alors que si on parle de santé physique, on va entendre des gens parler qui sont en bonne santé, qui sont en forme, on ne pense pas nécessairement à la pathologie, à la maladie. Donc, je pense qu'on a encore du travail à faire là-dessus pour dire, la santé mentale, tout le monde en a une. on la souhaite bonne, mais certains vont, à des moments dans leur vie, vont avoir plus de difficultés, vont traverser des épreuves, peut-être souffrir de maladie mentale, mais santé mentale n'équivaut pas à maladie mentale nécessairement. Oui, et on parle, vous parlez tantôt justement un peu des préjugés, tout ça, mais effectivement, il y a une grande stigmatisation, puis encore aujourd'hui, ça m'étonne toujours de voir qu'il y a encore cette stigmatisation-là. S'il arrive un événement, par exemple, dans les médias, malheureux, quelqu'un a tué quelqu'un, puis malheureusement, il avait été diagnostiqué d'un diagnostic en santé mentale, on voit souvent, il va y avoir beaucoup de préjugés, pas par la population en général, mais par certaines tranches de la population. Ils vont dire, c'est ça, on aurait dû le garder en dedans, ce genre de choses-là. Ça m'étonne toujours de voir qu'en 2022, on est si loin, finalement, de la compréhension, de dire que c'est pas nécessairement parce que quelqu'un a un diagnostic. Fait que j'aimerais vous entendre là-dessus sur l'aspect stigmatisation. Je suis hyper d'accord avec vous. Là. C'est malheureux. Je pense encore une fois qu'on a fait du chemin, mais il en reste énormément à faire. Il y a une espèce d'aura, surtout justement quand dans les médias, on entend des événements malheureux, comme des crimes, par exemple. On pense tout de suite santé mentale. Problème de santé mentale égale danger, égale violence. C'est des préjugés qu'on entend beaucoup, puis malheureusement, c'est tellement plus complexe que ça. On a beaucoup de travail à faire pour expliquer c'est quoi les enjeux de santé mentale prévalents en 2022, puis que c'est pas du tout... puis une personne n'est pas son trouble ou n'est pas son problème de santé mentale, là. Oui, et vous-même, vous êtes psychologue en centre jeunesse. Au niveau on a toujours l'impression que les jeunes sont un peu laissés de côté. On a l'impression qu'ils ont des problèmes de santé mentale, mais sont-ils vraiment... écoutés, sont-ils vraiment aidés? Puis vous êtes à ce moment-là avec la jeunesse. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire spécialement au niveau de la jeunesse? C'est pour ça, en fait, que je me suis lancée en politique, là, parce que justement, nos jeunes sont laissés pour compte beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Puis la pandémie de COVID-19 a mis beaucoup ça en lumière. Il y a eu énormément d'augmentation là, juste en termes de troubles anxieux puis de troubles dépressifs chez nos jeunes, de crises suicidaires, puis on n'a pas assez de ressources pour les aider en ce moment. Puis c'est la même chose même en centre jeunesse chez nous. On n'a pas assez de ressources pour fournir du soutien psychologique à tous nos jeunes qui en ont besoin, puis même qui en demandent. Donc, effectivement, il y a un problème criant de ressources, de soutien, de démystification au niveau des enjeux de santé mentale. On voit beaucoup de jeunes qui souffrent, mais qui ne savent pas nécessairement pourquoi ou comment ça s'appelle, qu'est-ce qui leur arrive, qu'ils vont s'isoler, qu'ils vont se sentir différents, qu'ils ne voudront pas justement aller chercher de l'aide à cause des préjugés, entre autres. Là. C'est très, très, très fréquent chez nos jeunes. Oui. Et quelles sont les idées du Parti québécois? Vous représentez en fait le Parti québécois, mais au niveau de la santé mentale, qu'est-ce que le Parti québécois propose en fait pour régler les problématiques? Bien, je suis très, très fière, là, je dois dire, évidemment que je prêche pour ma paroisse, mais je suis très, très fière de notre programme là, en santé mentale. Une des choses là, qui est hyper importante pour nous, c'est évidemment de ramener les psychologues du réseau privé vers le réseau public. Là, on a des moments quand même criants de ressources au niveau du public. Donc, ça passe non seulement par rééquilibrer les salaires dans le public, diminuer l'écart salarial entre le privé et le public, mais aussi leur donner plus d'autonomie professionnelle pour désengorger aussi les listes. Là. On a un gros programme pour financer les organismes communautaires qui sont très importants en santé mentale, mais qui sont vraiment laissés pour compte. Là, qu'on s'attend à ce qu'ils fassent des miracles avec des miettes de pain, mais ils sont complètement sous-financés puis ils doivent passer énormément de temps à chercher du financement au lieu de travailler à faire valoir leur mission puis à aider nos jeunes. Là. Donc, on propose un financement là, de 460 millions de dollars par année vraiment pour reconnaître leur expertise puis la valoriser. On a un plan pour poursuivre puis bonifier des plans puis des programmes sociaux qui sont existants. On va revaloriser la mission des CLSC aussi pour les ramener comme vraiment porte d'entrée de la première ligne, qu'on puisse avoir vraiment les CLSC pour ça, pourquoi ils ont été créés initialement, c'est-à-dire des centres de services locaux, régionalisés, qui feraient plus partie là, de nos grosses structures de CIUS puis de CI3S pour que des gens qui ont des problèmes justement de
sont en crise, vous n'avez pas besoin d'aller à l'urgence. Ils puissent aller à leur CLSC consulter le bon professionnel au bon moment. Et qui puisse être ouvert à des heures allongées, ça aussi, ça aiderait. Tu sais, des fois, on n'est pas toujours malade entre 9 et 5. Alors, non, exactement, du lundi au vendredi. C'est ça. Non, on parle d'un 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Là, vous avez tout à fait raison, c'est la base. Oui. Nous sommes en compagnie d'André-Anne Bouvet-Turcot, donc candidate pour le Parti québécois dans Taillon. J'aimerais ça parler avec vous des clientèles marginalisées, parce que encore là, quand on parle de santé mentale, si on va un peu plus loin, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, des gens en situation de handicap, des immigrants, des personnes qui souffrent de toxicomanie, les membres de la communauté LGBTQ. Il y a beaucoup de souffrance, puis ça passe un peu des fois sous le radar. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet-là? Ben, c'est effectivement malheureux, puis vous avez raison que ça passe souvent sous le radar, puis justement, faire partie d'un groupe marginalisé comme ça est un facteur de risque en soi pour développer des problèmes de santé mentale, donc il ne faut surtout pas les échapper. Ces gens-là, puis s'assurer de venir à leur rencontre, puis de répondre à leurs besoins. Je pense que notre programme, entre autres, de financement des organismes communautaires va nous permettre ça, parce qu'on a des bons organismes communautaires qui peuvent aider ces populations-là. Je pense, hier, par exemple, j'étais dans un organisme qui a la communauté LGBTQ+, et puis qui m'expliquait à quel point ils crèvent de faim. Là. Ils sont en train de chercher leur financement constamment au lieu de pouvoir aider les gens qui bénéficient de leurs services autant qu'ils le voudraient. Donc, ça passe par ces organismes-là. Il faut adapter nos services publics qui sont liés à la santé, qui sont liés à ces réalités-là de ces communautés malheureusement marginalisées. Puis il faut que ça passe par des programmes de prévention puis d'éducation dans les écoles. Je pense à des programmes, entre autres, sur la sexualité, des programmes qui sont émancipateurs, inclusifs, sexualité positive, prévention de la violence. Il faut qu'on passe par toutes les sphères là, pour aller rejoindre ces gens-là. Oui. Comme psychologue en centre jeunesse, j'imagine vous rencontrez toutes sortes de problématiques de ce genre-là, puis vous avez vraiment le pouls aussi de la population, là. Oui, tout à fait. Puis une chance qu'on a nos organismes communautaires pour nous aider aussi là, à justement aller rejoindre tous nos jeunes puis s'adresser à leur réalité. Là, ça nous prend du sur-mesure pour pouvoir aider les gens, surtout dans des contextes comme ça. Oui. Une autre thématique que j'aimerais aborder, c'est la situation des femmes. On voit souvent que les femmes sont souvent les plus impactées quand il arrive des problématiques, puis souvent quand elles-mêmes ont à conjuguer avec des problématiques, soit au niveau de l'argent, au niveau des revenus, au niveau du logement, des choses comme ça. Il y a souvent aussi des situations de santé mentale qui se développent. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la situation des femmes quand on parle en rapport avec la santé mentale? Ben, je pense que vous faites un excellent résumé, puis c'est très malheureux que ce soit encore le cas en 2022. Puis ça passe, comme vous l'avez résumé, là, ça passe aussi par agir sur les déterminants sociaux pour réduire, entre autres, les inégalités hommes-femmes, qui est une égalité des chances. Ça passe par augmenter le salaire minimum. Nous, on propose de l'augmenter à 18 $ de l'heure parce qu'on a encore beaucoup de femmes qui travaillent au salaire minimum, qui n'y arrivent pas, vivent dans la précarité, pour être certaines qu'on va pouvoir payer notre loyer, acheter de la nourriture. C'est un facteur de stress important qui contribue qui est un facteur de risque là, pour des problèmes de santé mentale. Fait qu'on propose aussi de rouvrir la loi sur l'équité salariale, y ajouter plus de mordants, parce que c'est encore les femmes qui en sont victimes. Une belle mesure aussi là, du Parti québécois, là, dont je suis vraiment fière, c'est on veut offrir 10 jours de congés payés pour toutes les victimes de violences conjugales et sexuelles, même quand il n'y a pas de plainte qui a été déposée. Parce que ça aussi, là, quand les femmes ne peuvent pas prendre le temps d'aller chercher de l'aide, puis d'être soutenues, puis de se réparer dans ce qu'elles ont vécu parce qu'elles ont peur de perdre leur emploi, parce qu'elles ont besoin d'argent pour garder leur toit, pour mettre la nourriture sur la table, ça devient un grand facteur de risque aussi. Oui. Depuis des décennies, puis c'est pas juste depuis quelques années, ça fait longtemps, on a l'impression que la santé mentale est comme traitée en silo, alors que, comme on en parle, il y a toujours de l'interaction avec toutes sortes de problématiques dans la vie, puis c'est ça qui fait un tout, en fait, hein? Ben oui, absolument. Puis c'est pour ça, quand on parlait tantôt, entre autres, de comment aller chercher nos communautés plus marginalisées, tranches de population plus marginalisées, puis je disais, ça passe entre autres par les écoles. En 2022, on ne peut pas voir ça en silo comme ça, puis seulement parler de santé. Je pense qu'il faut qu'on parle de santé, il faut qu'on parle d'éducation, il faut qu'on parle de travail. Tout ça est interrelié, puis tout ça affecte la santé mentale, là. Oui. Il nous reste à peu près une minute, Mme Bouvet-Turcot. J'aimerais juste vous entendre un peu sur l'itinérance, parce que ça aussi, c'est un autre tabou. C'est pas tout le monde qui est itinérant, qui a des problèmes de santé mentale, mais on en retrouve beaucoup. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le sujet de l'itinérance?
Écoutez, puisqu'on a peu de temps, là, je vais encore une fois prêter pour ma paroisse, puis même peut-être mettre un peu en lumière même le problème d'itinérance chez nos jeunes qui ont un historique avec la DPJ. Parce que ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, on ne le voit pas beaucoup, mais il y a une étude récente qui est sortie qui disait que 33% des jeunes qui sortaient d'un placement avec la DPJ connaissaient au moins un épisode d'itinérance avant l'âge de 21 ans. C'est beaucoup. Et c'est énorme et c'est très jeune. Puis c'était associé à une augmentation de problèmes de santé mentale. Donc 53% des jeunes en situation d'itinérance indiquaient avoir eu un problème de santé mentale. C'est un gros facteur de risque, là. Donc c'est difficile d'aller cibler ça. Il y a beaucoup d'itinérance cachée. C'est dur des fois de le voir, de l'attraper, mais il faut qu'on ait un meilleur filet social pour nos jeunes, entre autres. Ouais. Pour nos itinérants, ça passe par une réforme de notre suivi à la DPJ quand on leur donne leur congé, quand on ferme leur dossier à la DPJ. Puis ça passe par un meilleur financement de nos organismes communautaires qui travaillent en itinérance, entre autres. Oui. Merci beaucoup, Mme André-Anne Bouvet-Turcot. C'était très intéressant de vous avoir à l'émission. Vous êtes candidate pour le Parti québécois dans Taillon. Bonne suite de campagne et puis au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Notre site web est la porte d'entrée vers tous nos contenus et réseaux sociaux. Branchez-vous sur antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Nous sommes maintenant en compagnie de notre invitée, Bianca Jeune. Bonjour, Madame Jeune. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce pour cette émission spéciale où on parle des vraies questions en santé mentale. Vous êtes candidate pour le Parti libéral dans Pointe-aux-Trembles. Pour vous présenter rapidement aussi, vous êtes gestionnaire de proximité au sein du réseau de la santé québécois. Vous êtes dans le domaine de la santé quand même depuis longtemps. Vous avez plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la santé. Vous êtes d'abord infirmière, je pense, de formation. Oui, c'est exact. C'est ça. Alors, c'est intéressant d'avoir le point de vue aussi au sujet de la santé mentale, mais j'aimerais, en début d'entretien comme ça, sans prendre trop de temps, mais en y allant un peu en mettant la table, je voudrais savoir un peu qu'est-ce que vous pensez de la santé mentale en 2022, selon votre expérience. La santé mentale, je dirais, c'est encore trop tabou dans notre société et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il faut qu'on continue à en parler. Et santé mentale, notre société, on commence vraiment à démystifier. Santé mentale ne veut pas nécessairement dire dangerosité. Ça peut arriver à n'importe quelle personne, à n'importe quel moment au cours de la vie de quelqu'un. Oui. Puis vous, est-ce que dans votre profession, est-ce que vous rencontrez des enjeux de santé mentale au niveau de la clientèle, par exemple? Oh oui, bien sûr. Oui, mon Dieu, on rencontre tout. Dans mon quotidien, en fait, je rencontre des gens avec un problème de santé mentale. Oui, il y en a de plus en plus, je pense aussi, parce qu'avec la pandémie, entre autres, c'est sûr que ça n'a pas aidé, mais depuis toujours, il y a quand même beaucoup d'enjeux de santé mentale, des fois qui sont tabous, qui ne sont pas dévoilés. On voit de plus en plus de gens qui en parlent, mais encore, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. J'aimerais commencer avec vous, avec une première thématique, en fait, quand on parle de stigmatisation. C'est un grand mot, mais les gens, moi, ça m'étonne toujours qu'en 2022, on ait autant de stigmatisation quand on parle de santé mentale. Il y a beaucoup de préjugés. Souvent, c'est suite à de l'incompréhension ou souvent même dans l'actualité, on voit des drames ou quelqu'un qui a tué quelqu'un sans enlever la gravité à l'événement, mais on associe souvent la santé mentale à la dangerosité et puis à la violence. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le sujet de la stigmatisation? Mais il y a beaucoup de stigmatisation, les gens en santé mentale. Et comme j'ai dit au début, santé mentale ne veut pas nécessairement dire dangerosité, mais aussi la stigmatisation. Par exemple, les gens qui vivent de dépression, on va plutôt dire, ces gens-là manquent de volonté, ils sont faibles. Donc, il y a beaucoup de stigmatisation encore pour certains groupes de personnes. C'est encore méconnu de la population. Il faut y aller vraiment avec de la sensibilisation. Sensibilisation au niveau de la population, mais aussi au niveau des groupes qui sont plus marginalisés, que ce soit les gens qui souffrent de schizophrénie ou encore même des gens qui souffrent de dépression. Donc, il faut vraiment y aller faire une sensibilisation.
Oui, vous abordiez les clientèles marginalisées. Effectivement, souvent, on a l'impression que ces clientèles-là passent sous le radar, mais elles développent souvent des problématiques de santé mentale à cause de cette marginalisation-là. Tu sais, on pense aux gens en situation de handicap, aux immigrants, aux personnes qui souffrent de toxicomanie ou même les membres de la communauté LGBTQ. Vous-même, je pense, vous êtes issu, je crois, vous êtes né à Haïti, vous êtes arrivé comme immigrante un jour ici? Oui. Est-ce que vous avez vécu ce genre de... Peut-être vous les comprenez mieux, justement, les problématiques au niveau de la marginalisation des immigrants. Est-ce que vous avez vécu ce genre de situation-là? Mais là, je suis quand même arrivée jeune, mais si je regarde mes parents et ce que j'ai comme exemple dans la communauté, lorsqu'on est nouvel arrivant, on oublie bien souvent qu'on est déraciné de ce qu'on connaît. On arrive dans la terre d'accueil où est-ce qu'on vit de l'isolement, une précarité au niveau des emplois financiers qui nous crée un stress énorme, l'isolement, ce qui n'est pas non plus... Justement, on est au gouvernement que les immigrants sont marginalisés, ont beaucoup plus de difficultés à se trouver un emploi. Donc, la santé mentale elle peut être précaire pour un nouvel arrivant. Ça a des effets, effectivement, parce que souvent, ça tombe sur le radar, parce que quand on parle d'immigration, par exemple, on parle de personnes en situation de handicap, ou peu importe, là, je ne veux pas dire qu'une est plus importante que l'autre, mais c'est des gens qui sont marginalisés. On a l'impression que on n'associe pas les problématiques de santé mentale pour essayer de les prévenir, puis c'est un peu souvent traité en silo, la santé mentale. Je ne sais pas au niveau du Parti libéral et même de votre opinion à vous, est-ce que vous avez des plans pour mieux, peut-être... Pour y aller plus large quand on parle de santé mentale? Mais ça passe, comme je dis, ce que je pense et ce qu'on a aussi comme programme au Parti libéral, ça passe nécessairement par la sensibilisation. On doit justement continuer à en parler à la population, à sensibiliser les gens au fait des problèmes de santé mentale qui peuvent survenir. Non seulement pour être au courant de qu'est-ce qui se passe des gens de leur entourage qui peuvent être atteints de santé mentale qui ne sont pas au courant, comment intervenir, mais aussi de notre propre cas à nous, où est-ce que si on regarde la pandémie, que beaucoup de gens ont été en détresse psychologique durant la pandémie, de pouvoir reconnaître ces signes-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au Parti libéral, qu'on veut avoir la psychothérapie universelle pour que les gens puissent avoir de la psychothérapie de façon gratuite. Et aussi, ce qui est important, c'est bien souvent les groupes qui sont marginalisés ne vont pas nécessairement vers la psychothérapie ou ne rentrent pas nécessairement dans notre système de santé. Il faut justement, la porte d'entrée bien souvent pour accompagner les groupes marginalisés en santé mentale sont les organismes communautaires. Quand vous parlez de psychothérapie justement gratuite, est-ce que souvent ce qu'on me rapportait, moi, c'était le nombre de sessions qui était limité. Est-ce que le Parti libéral, comment il se positionne là-dessus? Parce que c'est beau d'être gratuit, mais est-ce que souvent on dit après 1 mois, après 2 mois, ça ne veut pas dire que la personne va aller mieux. Donc, quel est le programme du parti à ce niveau-là? Nous, au Parti libéral, on dit environ une quinzaine de sessions de psychothérapie, mais encore, on a d'autres interventions. Entre autres, on veut mettre à contribution dans les groupes Accès Santé qu'on aura redéfinis. On veut mettre à contribution les travailleuses de CLSC pour accompagner les gens aussi en santé mentale. Oui. Votre expérience comme infirmière, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Parce que quand vous rencontrez des clientèles vulnérables, ça, j'imagine, vous avez vous aussi des idées, parce que si vous êtes élu au Parti libéral, vous aurez certainement l'occasion et si le Parti libéral occupe le pouvoir, bien, vous allez sûrement avoir l'occasion de faire valoir vos enjeux, en fait, ou vos idées. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, mettons, de par votre expérience, qu'est-ce qui vous drive, excusez l'expression, là, au niveau de la santé mentale? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui est, avec votre expérience comme infirmière, qu'est-ce que vous aimeriez pousser de l'avant au niveau du parti? Si le Parti libéral était au pouvoir, si vous devenez, vous aussi élu, qu'est-ce que vous aimeriez pousser comme idée ou comme développement ou comme projet pour améliorer la santé mentale? Que la santé mentale fasse partie intégrante des problèmes de santé. Bien souvent, on a tendance à traiter les problèmes de santé mentale en silo à part, mais les problèmes de santé mentale peuvent avoir des liens aussi avec les problèmes de santé physique. On a souvent tendance à les dissocier. Lorsqu'on fait si je prends le cas
lorsqu'on fait une évaluation d'une personne, on porte plus attention, dans le milieu de la santé, on porte plus attention aux aspects physiques, on va regarder au niveau cognitif et tout ça, mais des problèmes de santé mentale en tant que tel, on est moins porté à l'évaluer. Donc, c'est vraiment d'aller faire cette sensibilisation-là au niveau du personnel de la santé, qui est très importante d'ailleurs, parce que ça nous donne aussi l'indication comment les groupes marginalisés reçoivent de moins bons soins aussi, de personnel de la santé. Par exemple, lorsque je travaillais à la case de réveil, mais une personne qui vient d'avoir une chirurgie de la hanche qui est très douloureuse va pouvoir avoir, les médecins vont lui prescrire des antidouleurs, des analgésiques pour pouvoir soulager sa douleur, alors que lorsqu'une personne a déjà l'étiquette de toxicomanie, bien cette même personne n'aura pas nécessairement les mêmes doses prescrites nécessairement et le personnel ne va pas croire nécessairement la personne qui toxicomane qui dit qu'il est en douleur, qui vient d'avoir la même chirurgie. Okay. Ben c'est ça, ça devient effectivement, c'est stigmatisant pour les gens. Je rappelle aux auditeurs, on est en compagnie de Bianca Jeune, vous êtes candidate pour le Parti libéral dans Pointe-aux-Trembles. J'aimerais parler avec vous de la thématique des femmes, en fait, que ce soit les femmes immigrantes ou les femmes en général, mais il y a souvent des inégalités, puis il y a souvent on a l'impression que les femmes sont souvent plus impactées à plusieurs niveaux, ce qui fait que leur santé mentale, des fois, va moins bien. J'aimerais vous entendre sur la situation des femmes. Mon Dieu, les femmes sont beaucoup affectées par la santé mentale. Je peux mettre, si j'aurais catégorisé, j'aurais mis en deux catégories. Premièrement, les femmes qui sont monoparentales. Les femmes chefs de famille vivent beaucoup de stress. Au quotidien. Elles vivent bien souvent dans une précarité, que ce soit au niveau économique, puis elles vivent de l'isolement. Donc, il faut justement outiller ces femmes-là à pouvoir justement avoir une meilleure santé mentale, à les outiller, à justement les encourager à aller voir justement les organismes qui sont les gens qui sont de proximité qui peuvent les aider. Il y a aussi, je dirais, les féminicides, on ne peut pas se le cacher, ça arrive de plus en plus. Et on doit justement porter à l'éducation des jeunes femmes, que lorsqu'elles vivent dans une situation dangereuse, il faut qu'on puisse les éduquer de ne pas rester dans la situation, qu'elles peuvent avoir de l'aide. Oui, c'est d'aller avec la prévention, ça reste toujours. La prévention, c'est souvent... malheureusement, beaucoup de gouvernements ne font pas ça autant qu'on voudrait, mais les organismes, effectivement, souvent prônent beaucoup la prévention. Je pense que c'est très important. Oui, tout à fait. C'est très important la prévention parce que justement, dans plusieurs cas de féminicide, ces femmes qui ne voyaient pas dessus, elles auraient pu s'en sortir. Oui. Il reste quelques secondes. J'ai assez de temps pour vous remercier, Mme Jeune, Bianca Jeune. Donc, vous êtes candidate pour le Parti libéral dans Pointe-aux-Trembles. Je souhaite une bonne suite de campagne. Et puis, merci d'avoir participé à l'émission. Vraiment, c'est intéressant d'avoir votre opinion sur la santé mentale et d'y aller un petit peu plus profondément, comme je disais tout à l'heure. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez l'émission spéciale de Folie douce. Parlons des vraies questions en santé mentale pendant la campagne électorale. Quelques minutes avant de terminer ce rendez-vous spécial de Folie douce, une émission toute particulière où on s'est intéressé aux questions de santé mentale, mais avec le point de vue des candidats à l'élection provinciale. Alors, je pense que c'est intéressant pour ajouter peut-être à la campagne, avoir un autre point de vue, avoir un sujet qui est plutôt différent. C'est rare qu'on s'intéresse comme ça à la santé mentale dans les médias. Alors, notre mandat à Folie douce, c'est bien sûr de démystifier la santé mentale. Alors, c'était tout naturel de parler politique, mais d'inclure le sujet de la santé mentale avec les candidats de nos partis. Je veux d'ailleurs mentionner... en fait, les 4 thématiques qu'on a abordées avec nos candidats, il y avait stigmatisation, les clientèles marginalisées, la situation des femmes et l'itinérance. Pourquoi ces 4 thématiques? On se rend compte que dans les médias en général,
on va souvent en surface quand on parle de santé mentale. On va parler, il manque des psychologues, il manque de fonds, ces choses-là. Il devrait y avoir plus de services, mais sans trop aller dans le détail. Puis on pense, nous, à Folie douce, que ces 4 thématiques-là impactent beaucoup la santé mentale des gens. Donc, les gens qui sont stigmatisés ont à vivre souvent des situations difficiles. Les clientèles marginalisées sont pointées du doigt, développent quelquefois des problèmes de santé mentale à cause de ça. Les femmes, comme on le dit dans les entrevues, sont souvent impactées par plusieurs problématiques, puis ça fait qu'il y a une répercussion souvent sur leur santé mentale. Et l'itinérance, un sujet tabou, tout comme la santé mentale, on sait que ça existe, mais on veut pas trop en parler, ou quand on en parle, c'est plutôt rare. Donc, c'est intéressant d'aborder ça avec nos candidats. Je les remercie d'ailleurs. Je trouve qu'ils ont été généreux de participer à cette émission parce que c'est quand même pas évident avec la campagne électorale, puis c'est tout le temps que ça demande justement d'être présent 7 jours sur 7, tout ça. Alors, je les remercie infiniment. Je veux les nommer d'ailleurs. Nous avons reçu le Dr Samuel Gatien, candidat de la Coalition Avenir Québec, qui se présente dans Lapinière, qui est sur la rive sud de Montréal. Nous avons eu Dr Isabelle Leblanc, candidate de Québec solidaire dans Mont-Royal et Outremont sur l'île de Montréal. Notre invité du Parti québécois était André-Anne Bouvette-Turcot. Elle est candidate dans le comté de Taillon. Et nous avons reçu Bianca Jeune, candidate du Parti libéral. Elle se présente, Mme Jeune, dans Pointe-aux-Trembles. Je tiens à les remercier parce que vraiment, je pense que c'était une bonne émission. Je pense que ça a été intéressant d'écouter les propos. Puis je pense que ça nous a éclairés tous pour savoir peut-être mieux pour qui voter, en tout cas quand il s'agit de santé mentale. Je remercie également F. Cardinal à la recherche qui, en collaboration avec moi, qui a fait des pieds et des mains pour dénicher les candidats. C'est pas toujours évident, mais on est fiers quand même d'avoir fait ça. On avait invité aussi le Parti conservateur du Québec qui a décliné l'offre. Alors, on a eu les 4... Parmi les principaux partis, on a eu 4 partis. Je remercie également Pierre Laporte à la régie. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Passez une bonne semaine, bon vote et à la prochaine Folie douce. Au revoir.